Regardez cette console. Elle a 30 ans. À l'échelle de la technologie, elle devrait être complètement dépassée. C'est une relique, un objet qu'on garde sur une étagère pour se rappeler son enfance. Et pourtant, en 2026, elle n'a jamais été aussi vivante. De nouveaux jeux continuent de sortir sur NES, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy et même Nintendo 64. Ça existe. Pas uniquement sous forme de petits fichiers à télécharger gratuitement sur Internet. Je veux dire, je parle de véritables sorties commerciales avec boîte, avec une notice, une cartouche, parfois même une édition collector plus luxueuse que celle proposée pour les consoles modernes. Mais pourquoi des développeurs passent-ils des années à créer des jeux pour des machines abandonnées depuis plusieurs décennies ? Je pose la question. Pourquoi fabriquer une cartouche compliquée et coûteuse alors qu'il suffirait de publier le jeu sur Steam ? Et surtout, pourquoi est-ce que vous et moi, on continue de se vider les poches sur Kickstarter pour financer tout ça ? Parce que derrière cette renaissance se cache bien plus qu'une simple vague de nostalgie. Il y a un besoin de posséder quelque chose. Une réaction au tout dématérialisé. Une nouvelle génération de développeurs fascinés par les contraintes anciennes. Et évidemment, tout un marché qui a parfaitement compris comment transformer nos souvenirs en objets de collection. Aujourd'hui, on décortique le business du renouveau rétro. Et vous allez voir que le passé n'est pas seulement revenu. Il n'est pas seulement revenu. Il s'est trouvé un nouveau modèle économique. Le paradoxe rétro. À première vue, tout cela paraît complètement absurde. Nos consoles modernes sont capables d'afficher des mondes gigantesques, des éclairages réalistes et des personnages presque humains. Nous avons accès à des milliers de jeux en quelques clics. Alors pourquoi revenir volontairement à de gros pixels, à des palettes de couleurs limitées, à des musiques produites par quelques canaux audio ? La réponse évidente, c'est la nostalgie. On retrouve les machines de notre enfance. Le bruit de la cartouche qu'on insère dans la console, le bouton qu'on pousse, l'écran titre qui apparaît immédiatement, sans mise à jour de 40 gigaoctets, si vous voulez ce que je veux dire. Mais la nostalgie n'explique pas tout. Parce qu'une partie du public qui achète ces nouveaux jeux rétro n'était même pas né lorsque les consoles originales étaient encore commercialisées. Pour ces joueurs, la NES ou la Mega Drive ne représente pas nécessairement un souvenir personnel. Elle représente une esthétique, une culture, une manière différente de concevoir le jeu vidéo. Comme certaines personnes découvrent aujourd'hui les vinyles ou la photographie argentique par exemple, d'autres découvrent le jeu vidéo sur cartouche. Le matériel ancien impose aussi des limites très très précises. Peu de mémoire, peu de couleurs, peu de puissance. Chaque animation, chaque son et chaque élément du décor doit mériter sa place. Pour les développeurs, ces contraintes peuvent devenir un formidable moteur créatif. On ne peut pas corriger tous les problèmes en ajoutant plus de puissance. Il faut tricher, optimiser et trouver des solutions ingénieuses. Et lorsqu'un studio parvient à produire quelque chose d'impressionnant sur une vieille machine de 30 ans, le résultat, c'est presque un côté magique. On ne regarde plus seulement le jeu, on regarde l'exploit technique. Une réaction au tout dématérialisé. Il existe également une raison beaucoup plus contemporaine à ce retour du physique. Nous vivons dans une époque où notre rapport à la possession devient de plus en plus flou. Quand vous achetez un jeu moderne en version numérique, vous ne possédez généralement pas un objet indépendant. Vous obtenez un droit d'accès lié à un compte, à une boutique, à toute une infrastructure technique. Tant que les serveurs fonctionnent et que votre compte existe, tout va bien. Mais une cartouche rétro propose une expérience radicalement différente. Vous prenez l'objet, vous l'insérez dans la console, vous allumez la machine et le jeu fonctionne en fait. C'est simple. En théorie, il pourra toujours fonctionner dans 10, 20 ou peut-être 30 ans, à condition que la cartouche et la console soient correctement entretenues. La boîte devient une sorte de déclaration. Ceci est mon jeu, je peux le tenir dans ma main, je peux le prêter, je peux l'exposer, je peux le transmettre. Cette certitude possède une valeur émotionnelle très forte. Ironiquement, le jeu rétro physique est devenu une sorte de produit de luxe. À l'époque, une cartouche était simplement le moyen normal de distribuer un jeu. Aujourd'hui, elle est parfois numérotée, accompagnée d'un certificat d'authentification, d'un artbook ou d'une bande originale. L'objet autrefois banal est devenu précieux parce qu'il est désormais rare. Et Kickstarter est parfaitement adapté à cette logique. Pourquoi Kickstarter fonctionne si bien ? Fabriquer un jeu physique pour une ancienne console représente un risque considérable. Il faut développer le jeu, il faut produire les circuits imprimés, fabriquer les coques, imprimer les boîtes, les notices, assembler les cartouches, contrôler leur qualité, puis expédier le tout dans plusieurs pays. C'est tout un job.
Pour un petit studio, avancer tout cet argent est extrêmement difficile. Donc le crowdfunding permet de renverser le problème. Au lieu de fabriquer plusieurs centaines ou milliers de cartouches en espérant les vendre ensuite, le studio il commence par présenter son concept au public, et si suffisamment de personnes sont intéressées, la campagne finance la production. Le créateur obtient son budget, les joueurs obtiennent le jeu. Et Kickstarter prend sa commission au passage, bien sûr. Sur le papier, tout le monde gagne. Mais le crowdfunding ne sert pas uniquement à récolter de l'argent. C'est aussi un espèce de gigantesque test de marché. Une campagne réussie permet de savoir précisément combien de personnes veulent acheter le produit, quelle édition les intéresse et combien elles sont prêtes à payer. Le studio ne vend donc pas seulement un jeu. Il mesure la demande avant même de lancer la fabrication. C'est l'un des éléments les plus puissants de ce modèle. La confiance, véritable monnaie du crowdfunding. Sur Kickstarter, une belle idée ne suffit pas. La véritable monnaie, c'est la confiance. Alors, lorsqu'un projet comme la Banana Bash met en avant une équipe possédant déjà une solide expérience, notamment des personnes associées à Elite Beat Agent, la perception elle change immédiatement. On ne regarde plus uniquement des personnages colorés ou quelques secondes de gameplay, on regarde ce qui se trouve derrière le projet. Est-ce qu'une équipe sait réellement terminer un jeu ? Est-ce qu'elle comprend les contraintes du matériel ? Est-ce qu'elle possède l'expérience nécessaire pour passer d'un prototype amusant à un produit physique livré chez les joueurs ? Le pedigree ne garantit jamais qu'une campagne se déroulera parfaitement, mais elle rassure énormément, ça c'est sûr. C'est particulièrement important dans le domaine du rétro, parce que développer pour une ancienne console ne signifie pas simplement créer un jeu qui ressemble à un jeu rétro. Faire un jeu au style Nintendo 64 sur un moteur moderne, c'est quelque chose, mais fonctionner réellement sur une 64, c'en est une autre. Le matériel impose ses propres règles, la mémoire est limitée, les outils sont parfois difficiles à utiliser, la fabrication des cartouches ajoute encore un niveau de complexité. C'est pourquoi une bonne campagne doit présenter des preuves concrètes. Du gameplay, des prototypes, des images capturées directement sur la console, et idéalement une démonstration de la cartouche en fonctionnant. C'est mieux. La nostalgie est devenue un langage marketing. Évidemment, les créateurs savent parfaitement que la nostalgie vend. Alors, on va être clair, les campagnes reprennent les couleurs, les typographies, les mises en page des années 80-90, elles reproduisent parfois jusqu'au style des anciennes publicités de magazines, tout est conçu pour provoquer cette petite secousse émotionnelle. On ne propose pas seulement un nouveau jeu. On vous propose de retrouver le sentiment d'avoir un cadeau un matin de Noël. Voilà, c'est très spécifique mon exemple, mais et c'est là que les éditions physiques deviennent redoutablement efficaces en fait. La version numérique peut coûter quelques dizaines de dollars, généralement c'est le prix, mais pour un peu plus, vous obtenez vraiment la cartouche, puis une édition limitée, puis une boîte spéciale, puis une figurine, puis votre nom dans les crédits, voilà. À mesure que la campagne progresse, le jeu devient presque secondaire. Ce qu'on achète, c'est l'appartenance à une aventure collective. On va appeler ça comme ça. On a soutenu le projet avant tout le monde, on possède l'une des premières cartouches, on a participé à l'existence d'un jeu qui, sans les contributeurs, n'aurait jamais été fabriqué ou fini, ça dépend le projet. C'est extrêmement séduisant en fait. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut garder la tête froide. Un marché qui commence à saturer. Il y a quelques années, annoncer un nouveau jeu sur une console ancienne suffisait presque à attirer l'attention. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a de plus en plus de projets rétro, les éditions physiques limitées se multiplient, les campagnes se disputent, ils ont le même public de collectionneurs. La nostalgie ne suffit plus à masquer une campagne Kickstarter médiocre, un gameplay peu convaincant ou un manque de transparence sur la production par exemple. Les joueurs sont devenus exigeants, et c'est bien. Et ils ont raison. Une campagne sérieuse doit expliquer où on est réellement en développement. Est-ce que le jeu existe déjà sous forme de prototype ? Quelles fonctions sont terminées ? Qui fabrique les cartouches ? Les coûts d'expédition sont-ils connus ? Est-ce qu'on sait ça ? Les taxes sont-elles incluses ? L'équipe a-t-elle livré un projet physique auparavant ? Toutes ces questions sont moins amusantes qu'une bande-annonce remplie de pixels et de musique en chiptunes, là c'est sûr, mais ce sont souvent elles qui déterminent si vous recevrez votre jeu dans 1 an, 2, 3, 4 ans, ou peut-être jamais en fait. Le piège, la précommande déguisée. Le principal danger, c'est la précommande déguisée. Kickstarter n'est pas une boutique classique. Soutenir une campagne signifie financer un projet qui comporte encore une part de risque.
Pourtant, certaines pages ressemblent tellement à des magasins en ligne qu'on peut facilement oublier cette différence. Vous choisissez l'édition, vous payez, vous recevez une date de livraison estimée. Voilà. Psychologiquement, tout ressemble à une commande. Mais votre argent sert peut-être encore à terminer le développement, à résoudre des problèmes techniques ou simplement démarrer la production. Et dans le secteur du physique, les retards peuvent s'accumuler rapidement. Un composant devient indisponible, un fabricant prend du retard, la boîte n'a pas les bonnes couleurs, l'expédition internationale coûte soudainement beaucoup plus cher que prévu. Voilà. Un projet sincère peut donc rencontrer de vrais problèmes. La question n'est pas de savoir si une campagne aura des difficultés, presque toutes en auront, quoi qu'il arrive. La question est de savoir comment l'équipe réagira. Est-ce qu'elle communiquera clairement? Est-ce qu'elle montrera des progrès accomplis? Est-ce qu'elle expliquera les retards sans disparaître pendant 6 mois? Une équipe honnête qui annonce une mauvaise nouvelle vaut souvent mieux qu'une équipe silencieuse qui continue de promettre que tout va bien. Les signaux d'alarme. Alors avant de soutenir un projet rétro, voici les éléments que moi je vérifie. Alors premièrement, est-ce qu'on voit un véritable gameplay? Alors pas uniquement une cinématique, ou pas juste 2-3 images. Je veux que quelqu'un contrôle le jeu, là, je veux voir que ça fonctionne. Deuxièmement, est-ce que le jeu fonctionne sur le matériel annoncé? C'est con, mais si la campagne promet une cartouche Nintendo 64, montrez-moi Nintendo 64 quelque part. Là. Pas uniquement une fenêtre d'émulateur soigneusement recadrée, tout ça. C'est bien de voir en physique, sur une console, là, le jeu qui fonctionne. Est-ce que l'équipe explique comment elle va fabriquer le produit physique? Par exemple, sur les fournisseurs, tout ça, créer un bon jeu et produire plusieurs centaines ou milliers de cartouches sont 2 métiers différents. Quatrièmement, est-ce que le budget demandé paraît réaliste? Alors, un objectif extrêmement bas peut sembler rassurant parce que la campagne serait rapidement financée, mais il peut aussi signifier que les coûts ont été sous-estimés. À noter que, parfois, en tout cas pour les Kickstarter rétro, ça peut être difficile pour les gens de comprendre votre montant. Si pour un jeu de Game Boy vous demandez 200 000 $, les gens vont pas comprendre. Si vous demandez 500 € ou 500 $, les gens vont plus comprendre peut-être. Il y a vraiment toute une science de ce que vous allez demander. Vraiment. Et cinquièmement, est-ce que la page utilise des visuels générés par IA pour remplacer des éléments qui devraient déjà exister? Pas foufou, hein. L'intelligence artificielle n'est pas automatiquement la preuve d'une arnaque. Mais si une équipe demande votre argent pour financer un jeu tout en étant incapable de présenter sa propre direction artistique ou son propre gameplay, la prudence, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, mon principe reste très simple. Hein. Si je vois pas de gameplay, si j'ai pas vraiment de preuve qu'il y a quelque chose qui existe, s'il n'y a pas de démo, s'il n'y a pas de photos avec la console et le jeu qui tourne un petit peu, voilà. Après ça dépend des campagnes, parfois c'est vraiment pour financer le développement, mais donc là il faut vraiment qu'on vous montre des croquis du jeu, vraiment une liste des features, qui va être fait, quoi, quand, par qui, combien de temps ça va prendre, voilà, c'est vraiment les trucs super importants. Sinon, c'est quand même un petit peu red flag, faut vraiment faire gaffe, c'est pas magique, une campagne Kickstarter, et on voit plein de projets qui foirent, et les équipes qui n'arrivent pas à finir, et qui vous ghostent pendant des mois, jusqu'à temps que tout le monde oublie. Pourquoi nous continuons malgré tout? Malgré tous ces risques, je comprends parfaitement pourquoi ces campagnes continuent de fonctionner. Un bon projet rétro possède quelque chose de profondément réjouissant. Il transforme une machine supposément morte en terrain de création. Il rassemble des développeurs, des collectionneurs, des artistes et des joueurs autour d'un objet concret. Il nous rappelle qu'une console ne meurt pas nécessairement lorsque son constructeur cesse de la soutenir. Elle meurt lorsque plus personne n'a envie de créer pour elle. Or aujourd'hui, cette envie est bien présente en fait. Les outils modernes facilitent le développement, pour certains quand il y a un engine qui existe et qui est accessible pour les gens. Les communautés partagent leurs connaissances, de nouveaux fabricants produisent des composants compatibles, des PCB, des cartouches. Internet permet à un petit studio de parler directement à quelques milliers de passionnés dispersés dans le monde. Ces projets n'ont pas besoin de vendre 10 millions d'exemplaires. Hein. Ils ont seulement besoin de trouver leur public. Et c'est précisément ce que Kickstarter permet de faire. Et en conclusion, le rétro sur Kickstarter, c'est donc bien plus qu'une mode nostalgique. C'est la rencontre entre des machines anciennes, des outils modernes parfois, et un public qui refuse de voir le jeu vidéo devenir entièrement invisible.
Le support physique n'est pas mort, malgré tout, même si on voit que des éditeurs modernes ou des consoliers comme Sony décident d'arrêter, genre c'est 2028 il me semble, les supports physiques, il fallait s'en douter, mais une partie de cette essence-là n'est pas morte en fait, c'est simplement devenu passionnel en fait. On n'achète plus forcément une cartouche parce que c'est le moyen le plus pratique de jouer, on l'achète parce qu'elle raconte une histoire. Celle d'une console que l'industrie avait abandonnée, celle d'une équipe qui a choisi de travailler avec des contraintes vieilles de plusieurs décennies, et celle de contributeurs qui ont décidé de rendre le projet possible. Mais cette passion ne doit jamais nous empêcher de poser les bonnes questions. Qui développe le jeu ? Qu'est-ce qui existe réellement en fait ? La production est-elle crédible ? Est-ce que nous soutenons une véritable création ou simplement une jolie promesse emballée dans nos souvenirs ? Voilà. Maintenant, je veux connaître votre avis. Quel est le dernier projet destiné à une vieille console qui vous a fait craquer ? Est-ce que vous avez déjà reçu une cartouche financée sur Kickstarter ? Ou est-ce qu'au contraire, vous attendez toujours une campagne qui devrait être livrée il y a 3 ans ? Dites-moi en commentaire, on va en débattre juste en dessous. Si vous aimez découvrir des pépites du financement participatif, mais aussi éviter les pièces, pensez à vous abonner. C'est crowdfunding.ninja. Je fais des vidéos toutes les semaines sur des projets crowdfunding, rétro principalement. Moi, mon travail, c'est directeur marketing à Incubate Games, où on publie des jeux, comme je vous ai montré celui-là par exemple, sur Game Boy Color, Game Boy Advance. J'ai un site web, crowdfunding.ninja, qui vous permet de me contacter si jamais vous êtes un créateur, un développeur, et que vous voulez des conseils pour votre campagne Kickstarter. Je suis là pour vous aider. N'hésitez pas à envoyer un email, je vous répondrai. Et d'ici là, à la semaine prochaine.